Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Xavier Fontanet. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous reçoit parce que vous publiez chez Valeurs Ajoutées Éditions Le Grand-Père et le Président, un dialogue passionnant sur la situation politique et économique de notre pays. Euh, eh bien, est-ce que tout d'abord, Monsieur Fontanet, est-ce que vous pourrez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, bon, écoutez, j'ai 77 ans. Je suis retraité depuis 13 ans. Donc, je suis marié, 3 enfants, 7 petits-enfants. J'ai une carrière qui a été essentiellement dans la sphère privée, hein. Donc, enfin, je suis ingénieur des ponts, j'étais au MIT. Et donc, mon premier job, c'était au Boston Consulting Group. Ça, c'est un point important qui reviendra. Donc, une boîte de conseil, un cabinet de conseil. Ensuite, je suis rentré donc, chez Beneteau, les chantiers Beneteau. Donc, j'ai rencontré Madame Roux et c'était une petite entreprise à l'époque qui faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est devenue leader mondial des bateaux à voile. Après, j'ai passé donc 6 ans dans les cantines, Eurest. Donc là, c'est du service, c'est plus de l'industrie. Et puis, j'ai rejoint en 90 le groupe Essilor, qui avait été mon premier client quand j'étais au BCG. Et donc, j'ai passé 23 ans comme DG et PDG. Voilà, hein. Et puis, je suis à la retraite depuis 2013. Et depuis 2013, essentiellement, je fais de la pédagogie, j'ai écrit des livres, dont celui-là. Et puis, bon, je m'occupe d'une émission de télévision, BFM Stratégie. Donc, j'ai une retraite hyper active. Voilà. Vous publiez donc ce livre, Le Grand-Père et le Président, un livre qui prend la forme d'un dialogue. Et avant d'entrer un peu dans les détails, qu'est-ce que vous avez voulu expliquer sur la France d'aujourd'hui? Pourquoi, tout d'abord, avoir écrit ce livre? Alors, je réfléchissais à l'origine du livre, c'est quand même assez étonnant. En fait, l'origine du livre, c'est de contribuables associés qui m'avaient demandé de faire des papiers et qui me disaient quelle formule vous auriez. Et alors, il s'est passé un truc, j'étais en fait à la commission Attali et donc j'ai très bien connu notre président Emmanuel Macron qui était un des secrétaires de la commission Mhm. Attali. On avait eu beaucoup de discussions ensemble. Et puis, bon, on est tous soucieux de ce qui se passe. Et en fait, j'imaginais un dialogue fictif. Donc, c'est une invention. Et c'est ça qui amusait Contribuables Associés. D'où le titre Le grand-père et le président. Alors, le dialogue est fictif, hein, faut pas non Mhm. plus trop se prendre au sérieux. Mais du fait que c'est fictif, on peut parler des vrais sujets sans forcément s'accrocher. Vous voyez, c'est ce que j'ai voulu. C'est les sujets lourds, mais c'est paisible. Alors, en fait, j'ai voulu faire exprès. J'ai pris donc un grand-père qui est provincial et qui a passé toute sa vie dans l'industrie, hein. Donc en gros, le grand-père a une société qui était de machines-outils absolument révolutionnaire, leader mondial absolu, ce qui fait que petite boîte, mais le grand-père a voyagé toute sa vie dans tous les pays du monde avec des relations très intenses dans chacun Mhm. des pays parce qu'il était dans des sujets high-tech. Bon. Et puis il se trouve qu'il a eu des enfants très doués, il y a des filles qui sont parties à Paris, et donc il y a un petit-fils qui a fait l'ENA, qui a fait du cabinet médical et qui est devenu président de la République. Et le petit-fils, il a envie de discuter avec le grand-père, hein, bon. Et donc, je ne suis pas un visiteur du soir, parce qu'en général, je sais qu'ils sont très jeunes, les visiteurs du soir. Donc, c'est le grand-père et le petit-fils l'appelle dès qu'il a un sujet, qu'il veut Mhm. discuter. Donc, c'est des discussions très apaisées, parce que bon, le grand-père n'est pas tout à fait d'accord avec ce que fait le petit-fils, mais il est quand même très fier du petit-fils, quand même, hein, bon. Et puis, le petit-fils aime bien son grand-père. Et il trouve que ben, discuter avec des gens plus âgés, qui ont de l'expérience, et surtout une expérience mondiale, que le petit-fils n'a pas, puisqu'il a vraiment il a gravité sur Paris, hein, bon, voilà. Mhm. Mhm. Donc voilà un petit peu l'idée de la discussion, d'opposer, pas d'opposer, mais d'avoir des jeunes qui parlent avec des vieux, provincial avec Paris, et l'État avec un industriel. Voilà un petit peu le... Et Je donc c'est comprends. tout à fait fictif, tout est inventé, sauf que, bon, on discute de vrais sujets, et je sais que les premiers lecteurs disent tout de suite, ça tape dans le mille, quoi, Mhm. voilà. Est-ce que c'est un peu une situation implicite des échanges que vous auriez pu avoir avec Emmanuel Macron? Ah bah ça, faut lui demander, hein. Non, non, on a reconstruit, elle est fictive, là. Non, j'avais eu D'accord, des grosses discussions avant, hein. Il est d'accord. vrai que je l'ai connu par la commission Attali, qu'on avait sympathisé et qu'on discutait énormément, hein. Est-ce que c'est Et des... puis ça s'est arrêté juste avant Oui. 2 jours avant l'élection, et donc après, bon, très bien, mais le président fait ce qu'il veut, hein, donc Mhm. il est élu, Ouais. voilà, hein. Mais c'est sûr qu'il y avait des discussions qui avaient été initiées, hein.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce dialogue-là se passe en 2027. Oui. Et alors pourquoi est-ce qu'en 2027, est-ce que c'est pour les élections Bah, c'est campagne présidentielles? électorale, parce que, en fait, ça va être très compliqué. 2027 va être une période très importante, hein. Le pays est à un moment charnière, et donc c'est uniquement alimenter les discussions de l'époque. Donc, on cherche beaucoup en fait, on pose des sujets, et à chaque fois, il y a une solution. Alors, on est d'accord ou pas avec la solution, mais c'est très concret et c'est très positif. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, il y a un problème, non. À chaque fois, il y a une solution. Et vous savez, quand vous dirigez une entreprise, ben, vous êtes quelqu'un qui est solution-oriented, hein. Poser un problème sans le résoudre, ça ne sert à rien. Et donc, je me suis amusé à essayer de suggérer des solutions dans tous les cas de figure, hein. Et en fait, la situation est très grave actuellement, il ne faut pas se cacher. Elle est plus grave que tout ce qu'on raconte, mais les solutions, elles sont partout là, hein. Les solutions, elles sont à portée de main, hein. Il suffit de se remuer un peu, mais c'est pas... les solutions sont là, hein. Et donc, c'est ce que le livre veut expliquer. On va y revenir très vite, mais je voulais savoir à qui est-ce que vous vouliez vous adresser avec ce livre. Est-ce que c'est plus à des chefs d'entreprise ou alors est-ce que c'est un Ah non, à grand tout le monde, public? à grand public, Mhm. volontairement grand public, hein. D'accord. Alors, je veux dire, j'ai été aidé parce que un certain nombre des chapitres a été publié par Contribuables Associés, les 5 ou 6 premiers, hein. Et alors, le courrier, je vous promets que je ne blague pas, j'avais par chapitre 150 lettres, et j'avais des gens qui m'envoyaient des courriers de 25 pages. Alors là, je me suis dit, oh, il y a un truc. Ouais. Et alors, j'ai eu plein d'idées. C'est-à-dire qu'en fait, le livre, toutes les idées, elles viennent des lecteurs qui disaient après un chapitre, oh là là, on aimerait vous entendre sur autre chose. Et donc, en fait, les 5 ou 6 premiers papiers qui sont passés chez Contribuables, pratiquement ont dessiné le livre. Donc, le livre, il est venu des lecteurs. C'est ça. Et en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu ces courriers, le livre n'aurait pas existé. Et en fait, il a existé à cause des courriers. Oui, c'est d'échanges, il est né d'échanges, de discussions, Voilà, d'alimentation. absolument. Eh bien, alors si on se plonge dans votre livre, est-ce que c'est une opposition entre deux mondes? Est-ce que le monde du grand-père qui vient de la société civile et celui du président, un énarque, voilà, est-ce que c'est deux mondes qui s'opposent? Alors, non, mais vous êtes au cœur du sujet. En fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que la société, vous voyez, et en fait, ça c'est vraiment très philosophique, hein. Donc, il faut revenir aussi même à la construction européenne. Si vous voulez, à un moment donné en France, le Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Bon, c'est pas vrai. Vous voyez, l'État n'est pas la société, hein. Une personne, c'est pas l'État, hein. Alors, c'est toute une réflexion sur les rapports qu'il y a entre la société, la sphère publique, vous voyez, et la France, et le pays, et l'Europe. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les rapports entre toutes ces entités qui existent, vous voyez? Et tout le livre est autour de ça. Alors, la première chose que je dis à mon petit-fils, d'abord, tu es élu. Tu as été élu par tous les Français, donc tu es élu par les Français. Quand on t'appelle chef de l'État, c'est pas bien. Tu n'es pas chef de... Tu es chef de l'État, mais tu es plus que ça, hein, parce que l'État est au service du pays, hein. L'État, c'est pas le pays. Et alors, moi, j'étais toujours très marqué par des personnages comme Rueff, Pompidou et De Gaulle. Pour Rueff, Pompidou et De Gaulle, l'État est au service du pays. L'État ne représente pas le pays, hein. Et donc, il y a vraiment une sphère publique, et il y a toute une conception de l'État dans laquelle l'État est en charge de toutes les fonctions régaliennes, hein. La noblesse de son métier, c'est quoi? Ça a commencé par la justice. Quand vous regardez les États capétiens, qu'est-ce qu'a fait Saint-Louis, qui est celui qui a créé? Il a commencé par la justice. Puis après, pour que la justice marche, il faut qu'il y ait une police. Parce qu'une police sans justice... Vous voyez, après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'armée. Et pour éviter de faire la guerre tout le temps, les affaires étrangères. Donc, quand vous regardez bien ce qui se passe au tout début, les États, ils se sont fondés sur un pilier qui est police, justice, affaires étrangères, armée. Bon, puis il faut quand même un ministère des Finances pour financer tout ça. Élever l'impôt pour financer. Donc, ça a commencé comme ça. Et ce qui s'est passé depuis alors ça, c'était la situation à la mort de Gaulle et de Pompidou, hein. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme changement qui a été l'entrée de l'État dans le social. Parce qu'auparavant, le social, en fait, c'est l'entreprise et les syndicats
qui discutaient du social. Mhm. Le social, c'est né. Alors qu'est-ce que ça a été? C'est né de ça. Et évidemment, il y avait un énorme changement. L'énorme changement, c'est quand l'État a commencé à s'intéresser dans le social. Alors, je Ça pense. vient de 1936, beaucoup. Alors, ça a été dans toute l'Europe, parce Même que avant. en Allemagne, ça a Oui. été Bismarck qui a commencé. Donc, il y a eu un début Mais, si vous voulez, l'État était là pour s'assurer que le social fonctionnait sans Mhm. forcément devenir opérationnel, vous voyez? Mhm. Alors, c'est tout le sujet de savoir si l'État doit être arbitre ou joueur. Mhm. Alors, l'État est joueur dans le régalien. Oui. Il est absolument, et c'est sa noble tâche. Je dirais même que, si vous voulez, un État qui assure par la police et la justice la sécurité dans les rues, j'appelle ça la sécurité sociale. Il fait du social sans rentrer dans les discussions de retraite, de santé et tout ça. Vous voyez, le vrai rôle de l'État, il est même social en assurant la sécurité. Vous voyez, je joue sur les mots, exprès puisqu'on joue sur les mots. Après, l'État est devenu opérationnel. Ça s'est passé. En fait, ça a commencé sous Mitterrand. Alors, je pense qu'il y a une vraie césure dans toute l'histoire. C'est le passage à mon avis, de Pompidou, de Gaulle à Giscard est un passage beaucoup plus important que tout ce que le monde croit. Et je pense que les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions prises il y a une cinquantaine d'années. Alors la première pour moi, c'est Giscard qui ne voulait plus de RUEF. Vous savez que le grand économiste qui a inspiré la politique à l'époque de Pompidou et de Gaulle, c'était Jacques Rueff. Et donc Jacques Rueff insistait sur le fait que l'État était au service de la société. Et donc, il fallait laisser la société et que la responsabilité, c'était de s'assurer que les initiatives puissent s'exprimer, donc droit de propriété, vous voyez, on essaye de faire tourner, en disant que si la sphère privée est dynamique, d'un seul coup, la prospérité viendra toute seule. Donc ça, c'était l'intuition de Rueff, et il disait, il ne faut pas que l'État dépasse 30% du PIB. Et avec 30%, il a largement de quoi financer les 4 fonctions. Bon. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Giscard s'est entiché de Stoléru et de Keynes. Alors Keynes, c'est un autre économiste qui a eu un grand succès pendant la récession américaine de 1930 et qui a poussé les déficits publics en disant que quand une économie est fermée, si vous poussez les déficits publics, vous stimulez l'économie. Et que l'effet d'accélérateur de l'économie compensera les déficits que vous créez à court terme. Alors Giscard a pris ces idées-là parce qu'au fond, il voulait se différencier de Gaulle et de Pompidou avec le passage à Keynes, et il a commencé à faire les premiers déficits. Et si vous regardez graphiquement le rapport qu'il y a, vous faites un graphique, vous mettez le temps, et vous calculez dette en fonction du PIB. Vous verrez que la dette à la fin de la guerre, 39-45, était en gros à 50% du PIB, c'était le plan Marshall qui avait endetté le pays, et la 4e République, sous l'effet de Rueff, a descendu la dette à 30% du PIB. Et vous verrez que la première fois où ça remonte, c'est sous Giscard, c'est l'emprunt Pinet. Et après, ça passait sans temps monter. Donc la première erreur, pour moi, elle est là. On paye les conséquences de ça. Pourquoi? Parce que Keynes, ça marche en économie fermée. Quand vous avez l'économie ouverte, si vous commencez à faire du déficit, vous montez le prix de revient des entreprises qui portent les dépenses publiques, et dans l'industrie, vous la défavorisez par rapport à des boîtes, à des pays où on a l'équilibre. Et c'est ça qui a détruit l'industrie française, qui a fait perdre 2 millions de jobs, puisqu'on est passé de 20% d'industrie à maintenant 7 ou 8, vous voyez. Et ça, c'est là l'origine. Première erreur. Dans un cercle vicieux. Voilà, sur très longue période, vous voyez. Alors la deuxième, parce que le gros problème qu'on a, si vous voulez, c'est pas une crise, c'est que quand vous regardez bien les chiffres, la France, depuis 50 ans, croît beaucoup moins vite que tous les autres. Alors ça, les économistes massent complètement le truc, mais vous prenez ChatGPT ou Mistral, vous demandez à ChatGPT quels sont les PIB par tête en 1974, quels sont les PIB par tête en 2024, et puis vous faites un graphique avec tout ça, et vous allez voir, la France est de loin le pays développé qui a la plus faible croissance. Notre croissance est en dessous de 1%, corrigée par l'inflation. Et donc là, le vrai sujet qu'on a, c'est ça. C'est que, alors, après Giscard, la deuxième immense bêtise, c'est Mitterrand. Alors Mitterrand était ravi d'avoir tous les économistes devenus keynésiens. Il soutenait les dépenses publiques et les pertes.
Et Mitterrand, l'énorme bêtise, c'est le temps libre. On Mhm. donne du travail en travaillant moins. Alors que pour moi, pour faire travailler les autres, il faut travailler plus. Mhm. Vous Mhm. comprenez? Et donc, tout le monde s'est fait avoir par cette gigantesque fallacie qui a créé les 35 heures et qui a créé la retraite à 60 ans. Mhm. Vous voyez? Et puis alors le troisième qui a fait d'énormes bêtises, pour moi, c'est quand même, faut dire les choses, parce que si on diagnostique, quand un médecin, faut dire les trucs. Le troisième, c'est Chirac, parce que Chirac était très marqué par Bourdieu. Je ne sais pas si vous connaissez Oui, oui, Bourdieu, vous voyez absolument, Pierre Bourdieu, Bourdieu, le sociologue. le sociologue qui en gros explique que vous dépendez un peu de votre classe sociale. Mhm. Donc Il au est fond le marxisme, conditionné. vous pouvez être conditionné, et au fond le marxisme a été remplacé par la fracture sociale que justifie Bourdieu. Et donc Chirac était très frappé par la fracture sociale, et Chirac disait la fracture sociale est plus grave que le déficit. Et donc il a beaucoup poussé à compenser les frustrations de la fracture sociale par du fric. Et donc, vous avez eu la montée des dettes du temps de Giscard, puis après, vous avez eu la montée des dettes avec toute la philosophie de Mitterrand et le temps libre, et puis après, Chirac a pris le relais avec la fracture sociale qu'on va compenser par les déficits. Et Mhm. c'est pour ça qu'on arrive aux 3500 milliards de dettes. En fait, ça a commencé en 1974. Oui. Et en Voilà. fait, Voilà le problème qu'on a, vous voyez. Donc, mon diagnostic de médecin qui est voyagé depuis 73, puisque moi j'ai commencé à travailler en 73, j'ai quitté le MIT, et qui est voyagé, je faisais 500 000 km par an depuis, j'ai fait 45 ans à 500 000 km, bon, tous les pays du monde. Alors moi, c'est évident que le problème qu'on a, c'est un problème de croissance. Mhm. Voilà, D'ailleurs, en fait, Jacques Chirac est l'héritier de Mitterrand. Il a absolument continué sa politique absolument. économique et c'est ce qui a alimenté aussi peut-être une idéologie matérialiste, le fait de vouloir combler des manques Oui, sociologiques alors ça a été par le... l'argent. Voilà, alors vous avez entièrement raison. Alors moi, je le vois, dans la retraite vous permet de revenir sur la philosophie. Vous savez, Tocqueville, vous connaissez Tocqueville, Mhm. évidemment. Tocqueville avait très très peur que l'État étende son territoire et assure l'égalité en rentrant dans le social. Vous voyez, Mhm. c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un monde dans lequel on a le droit à l'égalité, on a confondu égalité en droit et pareil en fait. Excusez, perfide. Vous voyez? Et à ce moment-là, on attend que l'État réalise l'égalité. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il est obligé de prendre l'argent dans tous ceux qui produisent de l'argent. En faisant ça, il les frustre ou il les fait quitter le pays. Et on donne à des gens. Alors il y a bien sûr des gens qui sont dans le malheur qu'il faut aider. Mhm. Il y a 5% des gens qui ont vraiment des vrais problèmes de maladie, qui sont Mhm. nés mal formés ou qui ont vraiment des tuiles épouvantables. Il faut évidemment les aider. Vous comprenez? Mais si vous commencez à trop arroser, on commence à réduire l'incitation au travail. Et donc vous avez une société qui est en très grand danger parce que vous avez à la fois les producteurs, les locomotives qu'on freine, et puis des gens qui en demandent de plus en plus, des wagons qui se chargent et les gens qui s'assument moins, vous voyez. Et donc c'est tout un travail très profond, et moi la destruction elle date depuis 50 ans. Hein. Et donc vous avez, je pense qu'il y a eu après, il y a eu la destruction du langage de 68, vous voyez, bon, Cohn-Bendit, les très intelligents et tout, Mhm. on s'amuse à casser les mots. Et puis après, c'est la pensée qui est abîmée, et on a remplacé Marx par Bourdieu, et donc c'est tout ce travail à démonter. Et je pense que moi, j'ai beaucoup voyagé, oui, je reviens de Vietnam, Cambodge, bon, oui, bien le Vietnam, ils sont pas, c'est des gens dans lesquels ils comprennent qu'on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai jamais espéré jouer au tennis comme Federer ou au football comme Mbappé. Mhm. Ils sont supérieurs, ils ont un talent, parce que c'est comme ça, la nature a distribué les talents. Mais pour moi, ce qui compte, c'est la dignité. Si vous êtes en Asie, en fait, ils ne sont pas sensibles à l'égalité parce qu'ils savent que l'égalité, en fait, ne peut pas exister à cause des talents inégalement distribués. Mais ce qui compte, c'est la dignité. Ce qui compte, c'est l'excellence de ce que vous faites. Hein. Et un paysan ou quelqu'un qui fait qui fait, je ne sais pas quoi, des pots en argile, s'il fait des pots d'argile exceptionnels, il a une dignité supérieure au gars qui a une grosse boîte et qui la bousille. Vous voyez? Ou au banquier qui se trompe. Oui, Et tout le monde est important dans la société à sa place. Et la dignité est plus importante que l'égalité. Mhm. Tout le monde est important et chacun doit exceller où il est. Vous voyez. Et les Asiatiques sont convaincus qu'avec ce principe, vous avez l'ascenseur social.
que vous allez grimper par l'excellence. Alors que c'est là où Bourdieu casse tout, en disant que cet ascenseur social est rendu impossible par sa théorie Du conditionnement. du conditionnement, Mhm. et qui amène le wokisme d'ailleurs. Hein. Vous voyez, ça va très loin cette histoire. Mhm. Donc on a un énorme travail à reconstruire. Hein. Ou alors le pays va continuer à décroître et il y aura des exils. Hein. Vous allez avoir des tas de gens qui vont partir. Hein. C'est Gustave Thibon d'ailleurs qui le dit très bien, qui dit que la pire injustice, c'est l'égalité en démocratie. Bien sûr. L'égalité forcée. Oui. Vous voyez? Alors je crois que l'État, le côté noble de l'État, c'est d'assurer l'égalité des droits. Vous comprenez? Oui, absolument. Mais s'il commence à forcer l'égalité dans les faits, il sort de sa mission, vous voyez? Et évidemment, après tout ça, vous avez des problèmes financiers, parce que dès que le problème qu'on a aujourd'hui, il est très simple. On a un déficit de 150 milliards. Mais quand vous le décortiquez, il y a 70 milliards qui viennent de la retraite, puisqu'on part beaucoup trop tôt. Vous avez 30 milliards sur la santé, et puis le régalien est à 50 milliards. Mais donc, c'est comme si une société qui a 3 business, il a le régalien, la santé et la retraite. Bon, et ben, il est sorti du régalien, et maintenant, les pertes qu'il fait dans les autres nouveaux business, c'est 2 fois plus que dans l'ancienne, vous voyez? Et donc, il faut recentrer l'État sur le régalien et trouver une solution pour régler le problème de tout ce qui est social, avec 2 business différents. Enfin, je fais exprès de prendre des mots. Oui, bien sûr. Hein, je fais exprès. Mais on va vous dire, l'État, c'est pas comme une entreprise. Mais ceux qui ont connu les crises de Grèce, du Portugal et de l'Argentine, ils savent que la finance, un jour, elle vous rattrape toujours. Hein. Donc dire que l'État, c'est pas que l'argent tombe du ciel, ça c'est l'autre énorme erreur de Chirac, c'est l'idée de l'État-providence. Hein. On fait croire que l'argent tombe du ciel. Non, l'argent, il y a une dette qui monte et à un moment donné, il y a un rendez-vous. Donc c'est tout ce travail, oui, et c'est tout le travail du livre. Au travers de votre livre, on évolue, on voyage beaucoup, on va en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, pardon. Et justement, qu'est-ce que la comparaison avec d'autres pays inspire justement les forces et les faiblesses? Voilà. Alors, je pense que la supériorité d'expérience que j'ai sur le petit-fils, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Et alors, j'ai voyagé très très tôt parce que déjà au Boston Consulting Group, qui était un boîte de stratégie, on était toujours passionné par la stratégie. Donc moi, je me rappelais, j'allais beaucoup au Japon. Donc pourquoi j'allais beaucoup au Japon à l'époque? Parce que il y avait le MITI, ça vous dit peut-être quelque chose, le MITI qui était le centre de stratégie industrielle. On avait toutes les données du monde. Donc quand on allait au MITI, qu'on allait dans la bibliothèque du MITI, toutes les études de marché étaient faites, ils avaient décortiqué tout. Donc moi, dès que j'avais une étude de stratégie, j'allais passer une semaine au Japon. Je connaissais 3-4 personnes au MITI qui étaient les bibliothécaires, et je peux vous dire que je collectais toutes les données en 2 coups de cuillère à peau. Donc j'ai vu le Japon à l'époque où ça commençait à grimper, ça montait en puissance, on voyait Toyota qui montait, on voyait Sony, donc on a vu là, et puis le Japon qui venait de la guerre, hein, donc ça venait de très bas. Donc là, j'étais très marqué. Avec Beneteau, j'étais très très marqué parce que on avait vendu un bateau qui s'appelait le First Class 10. C'était un 34 pieds qui était le bateau le plus rapide du monde. Parce que les Français avaient inventé des bateaux qui avaient des arrières assez plats qui planaient. Ça, aujourd'hui, tout le monde a ça, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. À l'époque, tous les bateaux avaient des arrières très fins pour faciliter le prêt. Et donc, c'est les architectes français qui ont inventé ça. Et donc, j'allais en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai vu la Nouvelle-Zélande déjà depuis très très longtemps. Et puis après, j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai connu évidemment la crise argentine parce qu'on avait une très très belle société en Argentine, Essilor. Donc j'ai vu tout le drame de la crise argentine. Puis j'ai vu évidemment la montée de Singapour parce que on avait collé notre siège Asie, on l'avait mis à Singapour pour être à cheval sur Chine et Inde. Et donc j'ai vu la montée de Singapour. Après, on a monté 2 sociétés, une en Chine, une en Inde, on a commencé avec 1 euro. Bon. Et puis quand je suis parti il y a déjà 13 ans, on avait 18 000 personnes en Inde et 15 000 personnes en Chine, alors qu'on a commencé en embauchant une personne. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc j'ai vu la montée, j'ai senti la montée en puissance en Chine. Quand ça a commencé à mordre, c'est comme si vous avez une moto qui a 1000 chevaux. C'est-à-dire que le truc, il vous donne beaucoup plus qu'à cause de la taille du marché. Donc j'ai senti tout ça. Bon, en voyageant, je voyais bien le port de Singapour rempli de bateaux, le port de Shenzhen. D'un seul coup, en rentrant, je dis, mais attendez les gars, il se passe quelque chose. Donc moi, j'ai vécu là-dedans.
Vous voyez? Et c'est sûr que mon petit-fils qui a été parisien, il n'a pas vu ça. Bon, donc c'est ce que je lui rappelle en te faisant voyager, vous voyez? Et pour moi, tous les pays du monde vous apportent quelque chose. En fait, toutes les grandes réformes, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé, les copier. Hein. On a beaucoup de changements, même en Europe. Hein. En Europe, ben, vous avez l'Allemagne qui a fait des réformes extraordinaires, la Finlande qui a fait des réformes, vous avez le Canada aux États-Unis. Donc vous avez tout. Et donc c'est les voyages. Et je pense que le voyage forme la jeunesse. Hein. Non, après le vrai sujet, c'est le vrai voyage, parce que quand vous êtes dans des... J'ai toujours refusé les voyages ministériels, on m'invitait tout le temps. Mais moi, je ne supporte pas ça. Parce que si vous voulez, je sais qu'un président que je ne nommerai pas par charité chrétienne, aller en Inde, moi, je n'ai pas voulu aller dans le voyage officiel. Première fois qu'il y allait, il engueule tous les gens parce qu'on n'en fait pas assez. Alors qu'on y était depuis 15 ans. Alors ça, c'est de la rigolade, si vous voulez. Le vrai voyage, c'est il faut être sur le terrain, il faut faire du business, il faut se prendre des impayés, il faut se prendre un impayé en Chine. Tant qu'on n'a pas d'impayé, on n'a pas compris, vous voyez. Il faut avoir fait une grande vente en Inde à quelqu'un qu'on ne connaissait pas mais qu'on arrive à vendre. C'est ça qu'il faut connaître. Il faut connaître cet acte de vente. Qu'est-ce qui fait qu'on vend, vous voyez? Et pour moi, je me suis beaucoup plus amusé par les voyages business que par les voyages touristiques. Hein. Il n'y a pas photo. Le voyage business, on discute avec les gens. On a eu des JV avec la Corée et le Japon. Donc j'ai eu la chance, par exemple, au Japon, d'être en JV avec les gens de Nikon. Bon, Nikon, c'est quand même des plus belles boîtes japonaises. Donc je discute avec le président de Nikon, mec qui a inventé les appareils de photo et les steppers. On discute d'égal à égal. Attendez, c'est autre chose. Et ben, je l'ai rencontré 50 fois, le père Nikon. Passé 50 fois 1 heure et demie en tête à tête. Et on avait notre bébé à pousser. Qu'est-ce qu'on fait? On investit. Quand il y avait un mauvais dirigeant, il y avait un gars, il me dit, ce gars-là, il n'est pas bon, Fontanet, il faut l'enlever, on l'enlève. Puis j'ai dit, écoutez, monsieur Yoshida, ce gars-là, vous l'avez amené, mais il n'est pas bon, il va faire des dégâts, on l'enlève. Et puis il dit, Fontanet, j'y vais, j'enlève. Puis moi, je dis, Yoshida, j'y vais. On a vécu ça, vous voyez? Alors ça, c'est des vrais trucs. C'est ça que j'ai vécu et que j'explique au petit-fils. Voilà. Est-ce que il y a cette idée qu'on expliquait au début de s'enfermer en fait dans un cercle d'endettement, comment dire, de socialisme, de vouloir vraiment être un État-providence, enlève ce pragmatisme que pouvaient avoir vous enlevez la responsabilité. Après, il y a tout le mot de responsabilité. Si vous voyez, une société, pour moi, qui fonctionne, alors je pense que chaque individu est génial. Vous êtes génial, vous avez quelque part un génie, et il faut que vous découvriez votre génie, et quand vous aurez trouvé votre génie, je peux vous dire que votre vie change. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde se dira, celui-là, il est fort. Donc chacun a quelque part un génie. Alors, tous les génies sont différents. Il y a des gens qui sont des conceptuels, d'autres qui sont des pratiques, il y a des sportifs, il y a des gens qui sont ouverts sur l'extérieur, qui sont des commerçants, il y a des gens qui sont plus fermés, qui font des grands industriels, il y a des chercheurs. Donc, si vous voulez, vous avez des talents. Bon, et la vraie vie, c'est d'apprendre le domaine où vous êtes bon, parce que une fois que vous êtes bon, vous excellez. Et puis, une fois que vous excellez, vous avez de plus en plus de responsabilités. Oui, donc c'est ça pour moi une société. Et donc, tout repose sur la responsabilité. Vous comprenez? Tout repose sur la décision. Hein? Alors, quand vous prenez une décision où ça marche et vous prenez confiance, où ça merde et vous apprenez. Mais dès que vous prenez des décisions libres, c'est ça qui vous progresser. Si toutes les décisions sont prises, votre personnalité s'atrophie. Et le gros problème d'un État trop développé, c'est que toutes les décisions sont prises pour vous. On va vous dire, vous êtes malade, c'est cet hôpital, tel médecin, vos enfants, c'est telle école. Vous voyez, vous avez des cartes scolaires. Et plus l'État s'étend, plus il mange les domaines où vous prenez vos responsabilités. Bon, vous abîmez. En plus, pour financer ça, il est obligé de fiscaliser. Donc, le bénéfice de votre excellence, il est volé. Donc, vous avez toute une partie de gens, on atrophie le terrain sur lequel ils prennent des responsabilités pour grandir. Et puis, quand vous grandissez, si ça marche, on vous pique tout. Vous voyez, c'est ça le problème. Et l'énorme sujet qu'on va voir, c'est la jeunesse. Est-ce qu'elle va rester en France ou est-ce qu'elle va se tirer? Les meilleurs, maintenant, ils sont... Là, je déjeunais encore avec un jeune. Je petit déjeuner absolument prodigieux. Donc, je le vois arriver. Bon, je dis qui c'est. Et puis, je rencontre en discutant avec lui. Alors, il est complètement fou. Il avait fait une école de commerce, non, une école d'ingénieur, mais toute petite école d'ingénieur. Sauf qu'il avait été à Taïwan, en Syrie, en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre.
et il démarre sa boîte. Attendez, le type est prodigieux. On a passé un temps absolument extraordinaire. Et ça, je pense que les Français sont très talentueux, ils sont très ouverts sur l'extérieur. Alors, est-ce que cette jeunesse, elle va trouver un terrain sympa sur la France, ou est-ce que elle va se mondialiser? On a un vrai sujet. Le terrain n'est pas très attractif. Hein. Il y a un vrai dialogue sur la création de valeur Et oui. entre le grand-père et le président. Et, qu'est-ce que la création de valeur? Là, vous avez raison. Exactement. Et c'est ma question, est-ce que la responsabilité, le manque de liberté, en fait. Oui, vous avez raison. Non, mais vous êtes très bon. Vous posez exactement la question. Parce que c'est la question qui vient une fois que vous prenez les responsabilités, oui, la création de valeur. Alors, si vous voulez, pour moi, le truc que j'explique qui est très, très important, c'est l'entreprise, elle est très mal vue en France. Hein. Bon, c'est mal vu à cause de Marx. Alors, Marx a expliqué que, évidemment, le patron, le fric, c'est l'exploitation de l'employé. Donc, le profit est l'ennemi du travail. Alors, les Allemands, par exemple, ont une grosse avance sur nous parce que Schmitt, qui était le contemporain de Giscard, a une phrase géniale qui disait « Le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain ». Donc, pour l'Allemand, le profit est l'ami du travail. Contrairement aux Français, pour lequel le profit est l'ennemi du travail. Donc, il y a tout un travail. Alors, ça se passe par l'entreprise. Donc, il faut faire expliquer ce que c'est qu'une entreprise. Bon. Alors, l'entreprise, elle est très mal vue parce que les grands défenseurs comme Friedman, vous voyez, Friedman, l'économiste, disait que le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Bon, alors j'admire beaucoup Friedman, mais là, je trouve qu'il a fait des dégâts. Et moi qui ai vécu tout ça, en fait, une entreprise n'existe que si elle rend service. L'entreprise n'existe que si elle rend un service que les gens achètent librement, en concurrence. Donc déjà, simplement faire une vente, c'est un miracle. Si j'ai un produit que vous l'achetez avec votre fric, qui est précieux, vous vous rendez compte? C'est que vous me faites confiance. Hein. Alors moi, je fais confiance que votre chèque n'est pas en bois, et vous faites confiance que le produit que je vous vends est un produit qui tient. Si on crée une relation qui dure, vous vous rendez compte? On crée une relation de confiance. Moi, j'ai mon intérêt parce que je vous vendrai que si c'est rentable, et puis vous le gardez que si ça vous sert. Donc l'économie, c'est un acte absolument magnifique, vous voyez? Et puis, à ce moment-là, quand on est dans une boîte, ben, vous travaillez à améliorer les produits ou les services, donc vous contribuez, vous participez à l'acte de vente, vous voyez, tout ce mécanisme. Donc il faut expliquer que c'est ça une entreprise, et que en fait le profit, c'est pas l'exploitation, c'est la récompense que le client donne aux gens efficaces. Vous comprenez? Si on crée une relation durable, elle est durable parce que vous avez votre intérêt, et ben vous me récompensez et vous me donnez les moyens de grandir pour servir plus de monde. Donc, quand vous commencez à expliquer l'économie comme ça, elle est merveilleuse. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Les cours d'économie sont très mal faits. On donne une vision marxiste encore de l'entreprise. Et donc, il y a un travail gigantesque de pédagogie pour remonter tous ces fils. Donc, c'est très bien que... Alors, donc, j'explique ça dans le bouquin. J'explique que... Donc, j'ai fait un cours d'économie. Il y a un chapitre qui est le cours d'économie qu'on devrait faire aux enfants. Hein. L'éducation occupe une place très importante aussi dans votre livre. Pour un peu démanteler cette vision marxiste et très socialiste qu'on a dans l'éducation nationale. Quelle solution est-ce que vous apportez? Alors, une solution, là, dans mes discussions, si vous voulez, dans mes discussions avec le petit-fils, c'est tout le sujet entre l'école privée et l'école publique. Hein. Alors, il est sûr que du temps de Luc Ferry, sûrement l'origine, de Luc Ferry, de Ferry, le ministre il y a eu l'idée de vraiment former tout le monde. Donc, c'était vraiment l'école républicaine. On prenait les gens dans les campagnes qui ne savaient pas lire et écrire. Donc, ça a été un axe absolument fantastique. Et évidemment, il faut une éducation. Et personnellement, si vous voulez, je suis toujours infiniment reconnaissant à 3-4 professeurs qui m'ont formé. J'ai eu des professeurs en 6e, en seconde, en préparatoire, et à l'école des ponts. Ces 4 professeurs, pour moi, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils ont compté pour moi. Ils m'ont construit avec mes parents et mes amis et mes concurrents. Mais c'est des gens qui comptent beaucoup. Donc l'éducation, c'est capital. Alors après, il y a l'énorme sujet, monopole ou pas. Donc je pense que pour lancer le truc, il fallait effectivement d'avoir un système organisé d'État. Mais il y a un moment donné, si vous voulez, où la concurrence fait du bien. Parce que quand vous donnez un monopole, le risque, c'est que le monopole devienne une corporation au service des gens qui l'organisent. Et donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut de la concurrence. Hein. Alors, il y a tout le sujet privé-public.
où évidemment le sujet privé-public est un gros problème. Il y a des tas de gens qui n'acceptent pas l'enseignement privé. Alors, si vous prenez quand même regardez les faits, l'enseignement privé, il est moins cher que l'enseignement public. Hein. Et moi, j'ai eu une expérience extraordinaire en Vendée, où je quittais Paris pour aller en Vendée. J'avais très peur, quand j'ai allé chez Beneteau, d'abîmer mes filles, en disant, bon, et alors, le coup de théâtre, c'est que les écoles en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, exceptionnelles. Et là, pourquoi ? C'était privé 50%, public 50%. Et alors là, à l'époque, les profs étaient exceptionnels. Ils étaient au conseil municipal. Le professeur, le directeur de l'école publique ou privée étaient des personnages dans le village. C'était des personnages. Les grands professeurs, on les félicitait. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passait ? Les écoles voulaient les petites Fontanais dans leur école. Donc, au mois de mai, j'avais le patron de l'école publique qui disait, écoutez, votre petite Laetitia, elle est très bien, on aimerait la voir. Vous ne pouvez pas nous la passer ? Alors, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, écoutez, on est prêt à vous la passer, mais j'ai vu qu'il y a un prof de maths qui est génial. Donc, je suis d'accord qu'elle passe, mais vous me passez ce prof de maths, vous voyez. Et puis, l'école privée, pareil, votre petite Nadège, votre petite Caroline sont très douées, on aimerait bien les avoir. D'accord. Vous voyez le truc ? Et qu'est-ce qui faisait que privé-public était exceptionnel ? C'est la concurrence. Les deux écoles étaient exactement aussi bonnes. Pourquoi ? Concurrence. Et alors, il se trouve que j'ai rencontré, alors, après, j'étais parti aux États-Unis, j'avais fait cadeau d'ordinateurs aux écoles et je donnais des cours d'Excel. Alors, à l'époque, c'était VisiCalc. J'apprenais les tableurs le samedi matin dans les écoles. Et c'est venu au ministre de l'Éducation qui était Chevènement. Alors, un jour, Chevènement m'appelle, Fontanet, qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux vous voir. Bon. Alors, il se trouve que mon père est un ancien ministre de l'Éducation nationale, mais ce n'est pas le sujet. Et je discute et je raconte ça. Et Chevènement dit, Monsieur Fontanet, ne le dites pas. Alors, je peux le dire s'il y a plus de 20 ans. J'ai besoin du privé pour gérer le public. Sans la concurrence du public, j'ai du mal à tenir. C'est Monsieur Chevènement, ministre socialiste de l'Éducation. Donc voilà les genres de choses qu'il faut expliquer. Dingue, hein ? Alors maintenant, il y a plus de 20 ans, donc j'ai le droit de le dire. Et voilà. Mais vous voyez le truc ? Donc, et si vous voulez, dans tous les pays du monde, toutes les éducations qui marchent bien, c'est quand il y a une concurrence. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, pour avoir les meilleurs programmes, que la créativité avec l'intelligence artificielle se développe, il faut de la concurrence. Ce n'est pas un système centralisé qui va être capable d'inventer les méthodes pédagogiques. Il faut mettre un peu de foutoir, il faut redonner le pouvoir au terrain. Parce que ce n'est pas des chercheurs centralisés qui vont trouver, c'est des enseignements de terrain qui vont inventer des choses. On pourra arrêter ce qui ne marche pas et développer ce qui marche. Il est absolument fondamental de redécentraliser l'éducation et de mettre de la concurrence privée-publique. Essentiel. Il faut un c'est ce que j'explique aux petits-fils, vous voyez. Et c'est pas la guerre scolaire. Tous les gens qui veulent pas ça disent, Xavier, vous lancez la guerre scolaire. Non, c'est la saine concurrence de Nadal et de Federer. Qu'est-ce qui fait que Federer est plus fort ? C'est qu'il y avait Nadal. S'il n'y avait pas de concurrence, les joueurs de tennis seraient nuls. C'est la concurrence de champions, pareil sur le foot. Et toute l'économie et même l'éducation, c'est ça. Et vous parlez dans un autre sujet de justice, justement. Ce qui est juste, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Quelle est la part de justice ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre J'ai des grosses discussions avec le petit-fils, parce que avec le petit-fils, la grande truc, c'est que je dis à mon petit-fils, fais gaffe, parce que quand tu es président, les gens sont plus francs avec toi. Les gens vont t'approcher pour essayer de tirer un avantage personnel, ils vont te flatter, et fais très attention à avoir avec des gens qui t'engueulent. Qu'est-ce qui fait que moi, ça marchait très bien là où j'étais, chez Silor, je me faisais engueuler tous les matins. J'avais 3-4 collaborateurs très francs avec moi, qui me disaient ce qu'ils pensaient. Et donc on avait créé un système dans lequel on peut très bien se dire des trucs durs, mais on s'apprécie. C'est pas parce qu'on se dit des trucs durs et qu'on a des accords lourds qu'on s'apprécie pas. Souvent, il y a le chantage en disant le chantage affectif. Donc tu dis ça parce que tu m'aimes pas, fait quoi le moment. Donc on avait créé un système de genre adulte dans lesquels on n'avait pas peur de dire ce qu'on pensait,
Et donc, moi, j'appréciais les collaborateurs et en gros, j'avais 4 engueulades tous les matins, c'est pas compliqué. Bon, je vais pas dire pour qui, parce qu'ils se reconnaîtront, ils le savent très bien, mais c'était des engueulades positives, vous voyez. Et donc, on était dans un terme d'opposition, mais constructive, et on réfléchissait. Quand je sais que mon DG disait, écoutez, je suis pas d'accord avec vous, alors c'est Philippe Alfroy qui disait, Xavier, je vous suis pas sur ce truc-là. Alors, quand il me dit, je vous suis pas, c'est, bon, et qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête, je réfléchis. Et puis, il lui dit quand même, Xavier, il n'est pas idiot, s'il a été là-dessus, réfléchis. Oui. Et on laisse le temps passer, et puis un mois après, on a convergé sur le truc, vous voyez. Donc, je pense que ce serait important, et le président, le risque qu'il a, c'est que les gens ne lui disent pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent un avantage. Et donc, le grand-père, il n'a rien à en battre. Donc là, il dit au petit-fils exactement ce qu'il ne veut pas entendre. Et le petit-fils qui a compris le truc, il écoute le grand-père, et c'est comme ça que le petit-fils progresse. Parce qu'on lui dit ce qu'il ne veut pas. Souvent, le risque qu'il y a quand vous avez du pouvoir, c'est de chasser les gens qui vous disent des choses désagréables, alors qu'il faut les écouter. Alors, si c'est quelqu'un d'idiot, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas perdre son temps avec les idiots. Mais si vous avez quelqu'un d'intelligent que vous respectez, qui n'est pas d'accord, c'est une chance de progrès énorme. Et donc, c'est toute la difficulté qu'a un président, etc. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est lié à l'obéissance, en fait. C'est de l'obéissance dans l'organisation telle qu'elle. Il y a la subsidiarité qui vient, en fait. Voilà. Alors, j'avais complètement lancé innée, absolument l'obéissance, mais alors j'avais lancé, toujours dans Essilor, on avait toujours lancé l'initiative qui a la désobéissance qui a réussi. Il se trouve que j'ai dû licencier des gens qui avaient obéi. Vous voyez, il y a un directeur financier qui avait obéi à un directeur de division qui lui demandait de truquer les comptes. On l'a viré parce qu'il n'avait pas désobéi. Vous avez le devoir de désobéir. Vous voyez. Et alors le type était un type assez remarquable et il se trouve que je l'ai aidé à retrouver un job parce qu'il a été viré. Et donc, comme le type est doué, et un jour, le patron qui voulait l'embaucher a dit, écoutez, je veux voir Fontanet pour comprendre pourquoi. Alors, on a dîné tous les trois, il était là, le patron était là, j'étais là, et j'ai dit, écoutez, on vous dit la vérité, on l'a viré parce qu'il n'a pas désobéi à son boss. Il avait le devoir de désobéir. Et alors, le type coupe la conversation, il dit, écoutez, je vous le dis à tous les deux, j'ai appris. Et le mec dit, je l'embauche. Il l'a gardé 20 ans. Le type a fini une énorme carrière. Vous voyez, il avait appris son erreur. Mais c'est intéressant. Il y a des moments où il faut désobéir. Et l'initiative, c'est la désobéissance qui réussit. Donc, il faut créer un climat. Vous voyez le climat qu'il faut créer ? Oui. Alors, après, il ne faut pas s'engueuler. Il y a une notion de respect. Vous voyez ? Mais c'est tout ça qu'il faut créer pour que ça marche. Et donc, moi, j'ai désobéi. Par moments, j'ai désobéi parce qu'il fallait que je désobéisse. Je pense que j'avais raison de désobéir. Et j'ai bien fait désobéir. Par contre, évidemment, si je désobéis et je me trompe, on me tape dessus, c'est normal. Mais quand je désobéis et que j'ai raison, je grimpe. Vous voyez, c'est subtil. Et c'est ça très important. C'est trop facile de dire le boss m'a dit de faire ça, je fais une connerie, c'est pas grave. Vous comprenez ? Il n'y a pas le courage de la décision. Et puis, si le boss fait une connerie, il ne faut pas hésiter à lui dire c'est une connerie. Vous comprenez ? C'est tout ce truc-là très subtil. Donc là, il y a beaucoup de ça dans le bouquin. Oui. Et c'est vraiment une idée que vous faites de la justice. Et alors, dans tout ce chapitre sur la justice, vous parlez de plein de voilà. sujets dont alors, l'immigration. Je parle au petit-fils parce qu'il faut que le petit-fils qui est président, il se rende compte qu'il y a quand même... alors, je ne fais que dire que ce qu'on lit dans tous les journaux, mais je l'ai prouvé moi-même. Il y a quand même il faut que la justice travaille sur elle-même. La justice, c'est le pivot de la société quand même. Hein. Donc, si la justice débloque, ça va grave. Alors, je pense qu'il y a un problème, elle est politisée. Hein. Alors, ça, c'est pas la peine d'aller très loin. Tout le monde le sait très bien. Hein. La vitesse avec laquelle on a nommé, quand Fillon a fait ses bêtises, la vitesse avec laquelle on nomme le gars, alors qu'en général, il faut 3 ans, c'est en 15 jours, vous voyez. Il y a d'autres ministres, Cahuzac, tout ça, qui ont fait des conneries pendant 3 ans, il se passe... Bon, donc il y a un petit quand même de côté politisation, dont j'ai mentionné là-dessus. Le problème aussi, le deuxième problème très grave, c'est Bourdieu. Bourdieu, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à expliquer que le coupable, que le coupable est une victime. Si le coupable attaque, c'est en fait, il a été abîmé, et il ne fait que se défouler, et la victime, en fait, tient à la caste qui a abîmé le gars. Donc, la victime devient coupable, alors qu'est-ce qu'on fait en justice ? Vous avez un vrai sujet. Alors, je dis, écoute, mon vieux, il faut que tu commences à faire réfléchir. Le Conseil constitutionnel, il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que fait la justice ? Et moi, il faut que tu fasses des commissions
qui réfléchissent à ce sujet, et puis il faut faire des petits voyages, va voir toutes les justices du monde entier qui ont ce problème, et voit ce qu'on fait. Et alors le dernier sujet qui est le plus grave, c'est le sujet, si vous voulez, du problème de la foi et des lois. Alors ça, vous le voyez tout de suite quand vous voyagez, c'est qu'il y a des gens dans lesquels la religion l'emporte sur la loi. La foi l'emporte sous la loi. Donc là, ça pose un énorme problème, parce que vous rentrez dans un pays, et votre foi vous dit, tu n'es pas obligé d'obéir à la justice. Ah, vous voyez, donc c'est tout le... Donc il y a des tas de musulmans qui ont compris, qui acceptent que leur foi passe sous la loi, mais il y en a des tas très sincères pour qui, bon, mentir à un infidèle, c'est pas grave. Ah, attendez, que fait le Conseil constitutionnel? Moi, si j'étais président de la République, c'est le premier sujet. C'est pas des histoires... Le sujet de base, il est là. C'est pas d'histoire de racisme, mais c'est que on veut fonctionner, et le pilier de la société, qui est la justice, qui est la première fonction initiée par les Capétiens. Et vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, quand vous prenez des villages, avant que l'État n'existe dans un village, que faisaient les vieux? Ils rendaient la justice. Hein. Ils rendaient la justice. Donc la première fonction, c'est la justice. Donc on ne peut pas s'amuser. Donc là, je passe un petit savon amical à mon petit-fils en disant, maintenant, en tant que responsable de l'État, c'est peut-être le premier truc. Attends. Hein, et on attaque un flic. On commence à... Mais c'est gravissime. Va voir ce qui se passe dans tous les pays du monde quand il y a un refus d'obtempérer et qu'on renverse un flic avec sa bagnole. Fais le tour du monde. Hein, et attention, le mec qui a refus d'obtempérer, c'est pas une victime. Hein. Tant quand il appuie sur l'accélérateur, il sait ce qu'il fait. Alors, attends. Donc, c'est la partie très, très importante sur laquelle je lui dis, mon petit vieux, là, ça, tu passeras à la postérité s'il nous arrange le truc. Hein. Et c'est justement un problème très réel, très concret et en fait quotidien. Si la foi est au-dessus des lois, voilà. Mais on pourrait dire la même chose des chrétiens catholiques, par exemple. Non, parce alors c'est très intéressant, il y a tout un chapitre sur l'Europe. Alors, il y a effectivement... Alors, si vous voulez, vous tombez, c'est très bien, je vous aurais embauché si vous avez rencontré plus tôt, si vous posez toutes les bonnes questions. Alors, il faut lire le chapitre sur l'Europe, qui est très, très, très construit. Si vous voulez, l'Europe, moi, je commence l'Europe à Socrate. Donc, vous savez, vous voyez, à l'époque, tous les Grecs vivaient dans la mythologie, et donc vous aviez toute une organisation de la société qui était faite par la mythologie. Vous pouviez vivre, tous vos actes étaient guidés par la mythologie. Et Socrate a commencé à poser la question. Il a commencé à sortir l'individu de la mythologie, et ça a été le début de l'âge grec, ça a été le début du droit, ça a été les questions, le début de la science. On commence à se poser des questions. Et donc c'est là qu'est venue l'Europe, vous voyez. Et l'Europe est venue ça. Après, vous avez eu tout le problème de la religion, et il y a deux gens très importants en religion, c'est Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, c'est les premiers religieux qui ont commencé à se poser les questions qu'il y avait entre eux, la foi, et oui, c'était des scientifiques religieux, et qui ont commencé à comprendre. Alors après, vous avez eu toute la période que je décris dans le livre, très importante, ça a été la période, alors moi je vois Voltaire, alors il y a eu Erasme, et puis les deux hommes très très clés, c'est Voltaire et Kant. Alors Voltaire, c'est le français, pété de thunes, très très, qui va dans tous les salons, hyper brillant. Et l'autre, c'est Kant, complètement l'inverse, un mec qui reste tout le temps dans son truc, extrêmement puissant. Et Voltaire et Kant sont les deux qui ont commencé à réfléchir au rapport entre foi et loi. Et donc, tout à fait, ont compris qu'on n'est pas dans le même ordre. Que la foi, c'est personnel, et la loi, c'est société. Et il faut évidemment obéir aux lois de la société, mais on a sa foi et on peut avoir son jugement, vous voyez. Et donc, en fait, c'est là qu'est le gros changement, et ça a été la laïcité. La laïcité dans laquelle l'Église, elle accepte d'obéir. Alors, avant, c'est l'Église qui faisait les rois, mais maintenant, l'Église, ça a été toute la période en France dans laquelle l'Église a compris la laïcité. D'ailleurs, dans l'Évangile, c'est rendre à César qui est à César et à Dieu qui est à Dieu. Il y a vraiment une distinction. Le catholicisme est laïque. Ce que n'est pas le monde musulman, puisque Mahomet a été au début un prophète et il est devenu chef d'État. Et quand vous lisez le Coran, il y a la moitié du Coran qui est un Coran religieux
il y a moitié du Coran qui est un Coran de chef d'État. Donc ça, il faut le démêler. Et je pense que du côté... Alors, il y a un gars qui a failli faire ça, c'était Averroès, en Espagne, en 1200, mais les imams ont pris le dessus en disant « le doute est un péché ». Et donc les imams de l'époque ont coulé les philosophes, parce que Averroès, c'était quasiment Kant. Quand vous lisez Averroès, c'est Kant et Voltaire. Mais les imams ont pris le dessus avec l'idée que le doute est un péché. Et on s'attaque au doute qui est Socrate. Vous voyez le truc? Donc cette histoire que je dis à mon petit-fils, cette histoire de foi et loi, c'est une clé. Tu t'en occupes. Tu seras jugé sur ce que tu as fait là-dessus. Attention, vous voyez? Donc le bouquin, il est à la fois très amical, mais on est sur du lourd. Mais on en discute posément. Et le petit-fils, à la fin, il dit « j'ai compris ». Alors, bon, après, on part sur d'autres trucs, mais donc c'est sur ces sujets que je veux discuter et je pense que ça apporte au débat un vrai sujet. Un vrai sujet. Et la justice, comme le Conseil constitutionnel et le Parlement, ils ont un sacré sujet là-dessus. Quels sont, selon vous, les grands choix que la France et donc le président qui sera élu en 2027 devra affronter pour les années à venir? Attendez, les choix, en fait, on a commencé, vous voyez, on a commencé en disant, je vous expliquais qu'on subit les décisions qui ont été prises il y a 50 ans. D'accord? Et le truc qui domine, c'est le taux de croissance qui est nul. On est un pays qui ne s'améliore pas. Alors, vous voyez, par exemple, Singapour avait un PIB par tête qui devait être le 6e du nôtre en 1973, et il est 3 fois le nôtre aujourd'hui. Ils ont fait multiplier par 18. Vous vous rendez compte le truc? Bon, attendez, ça pose des questions, ça. Et donc, la France, la croissance est importante. Et alors, eh bien, ce que j'explique au petit-fils, que la solution, eh bien, il faut faire croître le pays. La prospérité, c'est très bien distribué, mais il faut créer de la richesse. La prospérité, c'est la vitesse de croissance. Bon. Et alors, je lui montre qu'en fait, le taux de croissance d'un pays est inversement proportionnel à la part des dépenses publiques dans le PIB. C'est que c'est la France qui a la dépense publique la plus élevée et le taux de croissance le plus faible. Et alors vous faites le graphique. Hein, alors je dirais à tout le monde, allez sur ChatGPT, calculez le taux de croissance sur 50 ans en prenant des statistiques, demandez à ChatGPT dépenses publiques, vous demandez à ChatGPT de vous faire le graphique, et vous allez voir un graphique magnifique où tout est aligné. Alors, ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas de la théorie, c'est des coïncidences, sauf que c'est là. Bon, alors, donc on va partir de là. Hein. Et alors, je dis en fait que le problème, il est à la fois plus grave qu'on raconte, mais ça se résout en fait beaucoup plus facilement si on est prêt à prendre des décisions lourdes. Parce que on a un déficit, il faut être 150, mais on sous-investit en défense. Donc, il faut remettre une bonne dose. On aimerait bien s'en passer, mais avec ce qui se passe, il faut remettre une bonne dose militaire. Je rappelle que le budget militaire était de 6% du PIB à la mort de Pompidou. Il est 2% aujourd'hui, quand même. Hein. Donc, on a financé le social en descendant le militaire. Bon. Et donc là, maintenant, avec tout ce qui se passe autour de nous, il faut quand même, pas pour faire la guerre, mais pour la dissuader. Donc, il y a un vrai effet. Et puis, deuxièmement, on a comblé, avec toutes les dépenses, on a monté les impôts aux entreprises. Alors, chaque année, c'est un petit truc, sauf qu'aujourd'hui, c'est monstrueux. Et si vous faites des calculs objectifs des impôts que les entreprises françaises payent en trop par rapport aux Allemands, c'est-à-dire que si vous prenez tous les taux de fiscalité allemands et vous les collez aux boîtes, en gros, nos boîtes payent 80 milliards de trop. Vous voyez? Donc, il y a 130 milliards, hein, les 50 de dépenses, plus les 80 de fiscalité. Vous voyez, c'est les 130 à rajouter aux 150. Bon, alors moi, je dis, il manque 300 milliards. Quoi, hein. Alors, comment est-ce qu'on reprend? Vous savez, si on reste assis par terre hein, et qu'on regarde assez froidement, allez demander ChatGPT tous les durées de travail en Europe. Vous allez voir, tout le monde travaille 40 heures. Hein. Il y en a même qui font 42 heures. Bon, on sait très bien que les Français travaillent 15% de moins que les Allemands et 25% de moins que les Suisses. Hein. Bon, hein, c'est une évidence. Après, vous avez le temps de la retraite. Tout le monde passe à 67 ans. Les Japonais, ils sont à 72. Hein. Ils sont à 70, ils vont à 72. Il se passe un truc. Donc nous, on peut pas. Bon. C'est tellement ancré, en fait. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis les fonctionnaires,
il faut rendre les chiffres très simples. Allez sur ChatGPT, combien d'Allemands? 85 millions. Nombre de fonctionnaires allemands? 4 millions 5. Combien de Français? 68. Combien de fonctionnaires? 5 millions 7. Combien de fonctionnaires par habitant en France? 12. Combien de fonctionnaires par habitant aux États-Unis? En Allemagne, 18. Donc il y a 6 de trop, 2 millions de trop. Alors prenez ces grands chiffres. Si tout le monde repart à 40 heures, et 40 heures, c'est pas un bagne. Hein. Allez vous promener en Allemagne, en Norvège, en Suède, c'est pas un bagne. Bon, vous augmentez le PIB de 200 milliards. C'est pas compliqué, vous prenez 22 millions de personnes, 20 € à l'heure, vous faites travailler 52 semaines moins 7, vous faites bon, et ben vous trouvez 200 milliards de PIB, ça fait 100 milliards de recettes, vous avez 100 milliards. En repassant à 40 heures, ça fait 100 milliards de recettes. Bon, la retraite, vous n'avez jamais eu ça, aucun rapport, prenez votre chat GPT. Quelles sont les prestations de retraite? 380 milliards. Quelle est la durée de la retraite? 25 ans. Donc si on réduit si on allonge un an de la retraite, on va réduire le temps de cotisation d'un an. Vous gagnez 15 milliards de prestations. Les cotisations, c'est combien? 320 milliards. Combien de temps vous cotisez? 40 ans. Ça fait combien? 8. Donc 15 plus 8, 23. Chaque fois que vous dépassez d'un an, 3 ans, 75 milliards. Donc j'ai 100 milliards en repassant à 40 heures, 75 milliards. Les fonctionnaires, 2 millions de trop. Ça coûte combien un fonctionnaire? 110 000 €, 140 milliards. Ben, je les ai. Alors, on se contente de travailler comme nos voisins et tout est réglé. Alors, allez vous promener en Allemagne, aux Pays-Bas et en Danemark, c'est pas des bagnes. Les gens travaillent normalement. Donc, simplement, on a été complètement, depuis 40 ans, avec l'idée de Mitterrand, du temps libre et tout ça, c'est un crime contre la France, ou ces trucs-là. Et à ce moment-là, ben, vous réglez tout. Mais on est tombé dans un divertissement. Voilà. Donc il faut expliquer ça. Il faut surtout expliquer, aller voir les voisins. Ça se passe. Le SMIC à Genève, il est à 5 000 €. Hein. Alors, j'ai Donc deux questions. vous avez compris le truc. Donc en Oui. fait, il faut dire aux Français, écoutez, il faut quand même s'asseoir posément. La maison, elle est en très mauvais état. On a une dette. La dette, c'est 3 500 milliards. Vous savez combien sont les actifs de l'État? Vous prenez tous les actifs de l'État, tous les terrains, c'est 4 000 milliards. On est quasiment avec une dette égale à l'actif. On va arriver très très vite au moment donné où ça va être l'Argentine. Hein. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux faire nous-mêmes le truc que se faire imposer. Hein. Et justement, sur l'Argentine, c'est la question que je voulais vous poser. La révolution Milei, comment est-ce que vous la regardez? Ah ben, je compare ça tout à fait à ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand tout l'État s'est complètement arrêté avec des dépenses publiques beaucoup trop élevées, les gens qui travaillaient plus, les fiscalités qui faisaient que les entreprises les plus rentables se faisaient piquer tous les résultats. On avait exactement ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez. Donc la révolution Milei, c'est vraiment... alors, ils se sont bien arrangés, puis ça a recommencé à dériver. Donc en fait, Milei, il refait volontairement ce que le FMI a fait il y a 30 ans. Enfin, c'est ce qui s'est passé quand même. Hein. Il n'y avait plus de sous. Alors moi, j'ai vu le truc arriver parce que Essilor avait une très belle filiale en Argentine. Les gens pleuraient pendant les budgets. Hein. J'ai vu les gens fondre en larmes. Les patrons d'Essilor argentines qui travaillaient fondaient en larmes en me racontant tout ce qui se passait chez eux. Alors qu'est-ce qui se passe au début? On ne paye pas les médicaments. Donc les hôpitaux n'arrivent plus à avoir les médicaments qu'on ne livre plus. Donc toutes les maladies, les gens meurent. Après, le deuxième truc qui passe, c'est qu'ils tapent les retraites. Alors les retraites, pas compliqué. On tape d'abord les retraites dans la campagne, parce que les gens ne peuvent pas faire des révolutions. Ouais. Puis après, on tape dans la ville. Vous savez combien ils ont baissé les retraites? 40%. Puis après, il n'y a toujours pas de fric. On est obligé de baisser les frics des fonctionnaires. Les fonctionnaires, les salaires baissent de 30%. C'est ça qui se passe, en aussi simple. Alors, vous savez ce qui se passe, c'est que si vous faites les calculs de tous les salaires des fonctionnaires, tous les salaires de la santé, en gros, c'est 900 milliards. Vous voyez. Si vous avez une crise, il manque les 150 milliards de déficit, et puis on ne peut plus lever de la dette. Parce qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour payer la dette qui tombe, on lève une nouvelle dette. La dette, elle a 20 ans. Ah, donc c'est toujours 3 500 milliards sur 20, ça fait 175 milliards. Donc s'il y avait une crise, il nous manque
150 de déficit et 160, il manque 300. 300 sur 1000 milliards, c'est 30%. Qu'est-ce qui s'est... Alors, allez sur ChatGPT, demandez à ChatGPT, en Grèce, de combien on a baissé les retraites et les salaires. Et Chat, je vous dis, 30%. Ce calcul, je vous le fais. Il est très... Personne ne le fait. Après, vous dites au Portugal. En Portugal, ils ont tapé un peu plus tôt, les baisses étaient un peu moins. Mais c'était quand même 40% sur les retraites et 20% sur les salaires. Et en Argentine, c'était 30%, 30-40% sur les deux. Donc, il faut que les gens prennent des papiers, et puis on met les comptes comme dans un ménage. Tout le problème, c'est d'arriver à créer la situation. Et bon, un des trucs qui a le plus joué dans toutes les réformes que j'ai vues, puisque j'ai vu quand même de près les réformes allemandes, canadiennes, c'est les médias. C'est que les médias, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, au Canada, ont laissé les dirigeants expliquer les choses comme je vous les explique, sans avoir tout de suite un journaliste vedette qui vous coupe en disant c'est inaudible, vous êtes un PDG du 440, vous défendez votre caste, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler, bon, tout ce que vous dites c'est inaudible, c'est trop gros. Eh bien, les chefs d'État, ils ont pu le dire dans un climat qui fait que les gens écoutaient. Et petit à petit, ils ont compris. Mais au Canada, par exemple, Jean Chrétien, que je connais, à qui j'ai montré mes bouquins, qui m'a dit vos bouquins, c'est exact, m'a dit qu'ils ont passé une année. Ils ont fait le tour du Canada pendant une année avec le ministre des Finances Paul Martin, tous les deux, et ils ont pris toutes les régions, des séminaires, des soirées, à expliquer le truc. Un an. En Allemagne, les médias Bertelsmann a joué avec Schröder et Hartz. Ils ont fait des belles émissions dans lesquelles ils expliquaient avec des graphiques. Ils ont fait des beaux trucs où tout le monde est... Vous voyez ? Et alors, il faut rajouter une dimension humaine. Et par exemple, vous voyez, les Allemands ont lancé l'idée de solidarité exigeante. Ils ont dit, il faut qu'on reste solidaire, mais il faut être exigeant. Hein. Quand un gars, il refuse 3 fois un job parce que c'est pas tout à fait ce qu'il vaut, on va arrêter les subventions. Hein. Donc, on est prêt à aider, mais il faut faire attention. Vous voyez les genres de choses ? Bon, les gens à qui on donne du RSA, ben, ils vont aider à balayer les rues, ils vont faire surveillant d'école, vous voyez, pendant le week-end. Donc, il y a une notion d'exigence. Il y avait la phrase « il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage, même bien payé à la maison. » Vous voyez ? Prenez un job, il n'est pas parfait, mais au moins vous êtes au boulot et ça soulage les comptes. On ne va pas vous donner le truc exact. Vous voyez ? Ce genre d'état d'esprit qu'il faut donner. Alors là, lutter contre ça, c'est toute la difficulté. La grande, si vous voulez, la très grande force qu'ont eu Jean Chrétien au Canada, Roger Douglas en Nouvelle-Zélande et Schröder en Allemagne, ils ont dit vraiment que le chômage, c'est une plaie absolue. Parce que ça sort les gens du système, vous voyez ? L'entreprise est un endroit social. Vous voyez très bien, votre boîte, elle est sympa, il suffit de se promener, tout le monde sourit, on rentre sa boulonne, et c'est un endroit social. C'est comme la famille. Enfin, pour la famille, c'est plus important, mais c'est un endroit social où on apprend, on se rend service, on fait des trucs constructifs, on fait du chiffre d'affaires dès que vous vendez des bouquins, dès qu'il y a des caisses de bouquins qui partent, c'est super sympa. Vous voyez ? Donc c'est un endroit, c'est pas l'exploitation d'entreprise. Mais c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie où on grandit. Hein, on grandit, on apprend des trucs, ça vous permet de rencontrer des gens. Oui, bon. Et ça, il faut l'expliquer. Hein ? Et j'avais une question sur la comparaison, c'est un peu du poison. C'est ce qu'on dit. La comparaison, c'est du poison. Voilà. Alors nous, on est différents. Voilà, oui. Et voilà. Nous, c'est oui. Et le grand-père qui a beaucoup voyagé, s'inspire beaucoup de l'extérieur. Et est-ce qu'il y a une appréciation positive qu'il fait quand même de la France ? Est-ce que le président se dit qu'en France, en discutant avec le président, est-ce que le grand-père, quand il discute avec le président, se dit en France, ça va bien, ça va moins bien ? Ah ben attendez, le français est très doué. Oui. Alors d'abord, vous avez des tas de boîtes, on n'en parle jamais. Donc déjà, les tas de boîtes leaders mondiaux, je peux vous dire que, moi je suis retraité, bon, mais
Bon, j'ai été invité hier un petit tour chez Essilor, c'est rempli de monde, ça boulonne dans tous les sens, ils sont pleins de projets. Bon, moi j'étais administrateur de L'Oréal, alors, c'est des véritables fourmilières. Vous allez au BCG, vous allez voir, c'est extraordinaire, ils ont du boulot. Donc il y a toute une partie qui marche très bien. Ah, ça on n'en parle pas, mais comme ça marche bien, on n'en parle pas, puisqu'on ne parle que de ce qui ne marche pas. Les médias ne parlent que de ce qui ne marche pas. C'est peut-être parce qu'on n'est pas intéressé par ce qui marche d'ailleurs. Donc il y a des tas de trucs. Bon, vous avez des tas de boîtes complètement géniales en France. Vous avez des champions de sport. Vous avez Donc la France est tout à fait capable de tenir. Moi, j'ai lutté en tant que contre les meilleurs du monde. Hein. On a lutté contre les Japonais dans l'optique. C'est les plus forts. Les Japonais, les Allemands, on les a battus. Parce qu'on n'est pas mauvais. Vous prenez L'Oréal, avait Procter et Gamble. Moi, j'étais administrateur 20 ans. Bon, il y a 20 ans, ils avaient Procter et Gamble, la plus grosse boîte du monde, etc. Ils les ont battus. Ils les ont battus. Schneider, j'étais administrateur de Schneider. Il y avait le gros Siemens et General Electric. Bon, Schneider a fait jeu égal avec Siemens, et Schneider et Siemens se sont payés de General Electric. Regardez Airbus par rapport à Boeing. Bon, Boeing va repartir parce que Trump force des achats, mais regardez le trajet de Boeing. Donc on est rempli de talents. Mais tout, il ne faut pas étouffer tout ça. Donc les Français sont très doués. Et alors si vous voulez, j'ai réfléchi au domaine où on est très doué. Quand c'est très simple, l'allemand ou le japonais vous bat. Si vous voulez faire un produit très précis, ils ont un sens ils sont plus de détails. Dès que vous êtes dans un métier bordélique, travaux publics, il n'y a jamais deux fois le même pont. Métier pour les Français. Les verres ophtalmiques, c'est un bordel total. Imbattable. Et dès que le métier est regardez la flotte. C'est pas encore rationalisé, la flotte, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a dans la flotte? Les tuyaux, la terre. Les Français sont leaders mondiaux. Donc dès que vous avez un métier qui est un peu bordélique, c'est pour les Français, l'intelligence française s'accorde d'éléments complexes. Mais par contre, si vous mettez un Français sur une machine-outil très pointue, l'Allemand le battra, le Japonais le battra. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels ils sont plus forts que nous. Mais alors, regardez par exemple le pétrole. Est-ce que c'est dû ce génie français? Il y a une espèce de mélange d'intuition et de... Regardez par exemple le français Total est archi-leader mondial dans la découverte. Les Américains, ils ont des deals avec l'Arabie Saoudite pour aller gratter Mais quand il faut trouver du pétrole dans des coins tordus, c'est uniquement Elf et Total qui ont tout pris. On ne le dit pas assez, ça. Et pourquoi? Parce que les ingénieurs français, ils ont du génie, qui est un mélange de mathématiques, de géologie, d'intuition. C'est un foutoir. Il faut maîtriser des trucs compliqués. Ça, le français est bon. Par contre, s'il s'agit de faire une machine-outil ou une pointe bille complètement sphérique, là, le japonais ou le suisse battra. L'allemand, c'est comme le suisse. Donc, mais l'Europe est très forte parce que là, l'Europe a à la fois les Italiens qui sont géniaux dans tout ce qui est mode, hyper créatifs, et puis vous avez tous les Turinois qui sont des Allemands, en fait. Les Milanais, les Turinois, c'est des Allemands, en fait. Donc vous avez la conjonction du génie. Allemand, c'est dans la mentalité. Mentalité allemande. Oui. Ouais, bien sûr. Et en même temps, ils ont un petit côté génial, marrant. Vous voyez, le français, il a son talent. Le hollandais est assez proche de l'allemand. Regardez les génies que sont les Finlandais et les Suédois. On oublie complètement qu'il y a 1000 ans, toute l'industrie était en Suède. Et en Suède, les Suédois, ils faisaient moi, j'ai beaucoup travaillé en Suède avec Beneteau. Les Suédois, ils décidaient les guerres pendant le Moyen-Âge, qu'on nous a bien raconté. Ils décidaient d'arrêter de livrer la poudre à canon. C'est eux qui décidaient. Donc, ils vendaient de la poudre à canon aux Allemands et aux Anglais. Puis, à un moment donné, ils arrêtent d'alimenter les Anglais. Mais les Anglais perdent. Ils avaient 1000 ans avant nous, ils avaient déjà une industrie de forge bien puissante. Donc, ils sont géniaux. Hein. Regardez les Finlandais. Alors, il y a eu Nokia, ils se sont fait avoir par Apple. Mais les Finlandais, les Suédois et les Norvégiens, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Quand vous les connaissez bien. Les Danois aussi. Donc l'Europe, elle a toutes les capacités. Mais bon, alors, voilà. Mais pour la France, je pense que la France a tout à fait les talents pour se en tirer. Mais il y a un certain nombre de vérités. Donc c'est ce que le grand-père essaie d'expliquer à son petit-fils. Voilà. Alors pour conclure, est-ce que vous auriez, si votre lecteur devait retenir
une idée Ah principale. non, je vais pas, il faut Non, qu'il y en a pas. beaucoup. Non, D'accord. non, le lecteur, il faut il vende le livre, il en achète 10 et qu'il le distribue à tous ses voisins. Très En fait, bien. le bouquin, en fait, il faut, une fois que si vous rentrez dedans, il faut le. Et j'ai d'ailleurs une dédicace, je suis ravi, il y a des gens qui ont acheté plusieurs. En fait, je crois que si on s'approprie le livre, il faut l'acheter et il faut le vendre à tous ses voisins. Ou le faire circuler. Un Ce grand sera la merci, conclusion. Monsieur Fontanet, Et pour merci, cet entretien et, passionnant. et merci Vert Édition, Apporté. parce que Merci. vous avez eu du nez, finalement, le nez creux, de décider de. Parce que sans vous, il n'y aurait pas eu l'édition. Et c'était vraiment passionnant comme échange. On a abordé énormément de questions de justice, d'éducation, d'entreprise, de liberté, même un peu de philo. Bien sûr. Donc, un grand merci. Et puis, voilà, le livre est à retrouver sur le site internet. Voilà. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Très bien.